Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour Marwan. Je vais d'abord vous présenter brièvement. Désolé pour les conditions de cette interview. La chaleur s'est abattue sur la salle, comme vous pouvez vous apercevoir. La climatisation a l'air d'être tombée en panne, espérons qu'elle revienne. Monsieur le Premier ministre, donc vous êtes chef du gouvernement depuis mars 2021. Vous avez été précédemment, de janvier 2017 à cette date, secrétaire général de la présidence. Et vous avez occupé la fonction de secrétaire exécutif du Conseil national de politique économique, en charge de l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire 2030. On aura l'occasion d'en reparler durant l'entretien. De 2000 à 2017, vous avez été à plusieurs reprises ministre dans différents gouvernements en charge des infrastructures économiques. Avant de rejoindre la haute administration, c'est aussi l'intérêt de cet entretien avec vous. Vous connaissez particulièrement bien le secteur privé, puisque vous avez accumulé une longue et riche expérience de 15 années au sein du secteur privé en tant que consultant, en stratégie et management, puis en tant qu'entrepreneur. Vous avez commencé en 83, si je ne m'abuse, chez Arthur Andersen comme consultant. Puis en 92, vous avez fondé votre cabinet de conseil, stratégie et management consultant, qui a entrepris de nombreux projets dans le secteur public et privé, notamment la réforme du secteur du cacao, de l'énergie, des systèmes de gestion des finances publiques. Et vous avez eu à travailler un petit peu partout, au Togo, au Bénin, au Mali, au Burkina. Ce serait incomplet sans parler de votre formation. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de physique de l'université de Cocody à Abidjan, d'un diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'électricité de Paris, Supélec, et d'un master en management de l'université américaine Stanford. Pas d'erreur ? Pas d'erreur. Bien résumé. Très bien. Donc on va attaquer cet entretien par un petit peu ce qui constitue l'actualité et la conjoncture économique mondiale, mais qui touche particulièrement le continent africain, avec plusieurs crises qui se sont succédées, ou voire qui se prolongent. Crise sanitaire avec la pandémie de Covid-19, crise liée aux conséquences de la guerre en Ukraine et aussi crise sécuritaire, notamment avec le terrorisme dans la région du Sahel, mais aussi des transitions politiques consécutives aux coups d'État qui ont abouti au Mali, en Guinée et au Burkina. Alors dans ce contexte, comment le gouvernement ivoirien, comment la Côte d'Ivoire, fait-elle pour affronter ces différentes crises tout en gérant, entre guillemets, les affaires courantes ? Merci Marwan. Pour commencer avec la crise Covid, comme vous le savez, de 2012 à 2019, la Côte d'Ivoire a réalisé des performances, de 2011 à 2019, des performances économiques exceptionnelles, puisqu'on est parti d'une situation où le PIB par habitant était descendu autour de $1 100, qui était ce qu'il était en 1960. Ça peut vous dire à quel niveau nous étions tombés, pour en 2019 quasiment doubler ce PIB par habitant pour arriver à 2286 dollars par habitant environ, mais également on a eu une croissance moyenne de 8% par an durant toute cette période. On a réussi à réduire notre taux de pauvreté de 15 points pour aller de 55 points à 39 points, 16 à peu près, ce qu'on n'a jamais pu obtenir au cours des 30 dernières années, qui précédaient donc 2011. Donc, performance économique exceptionnelle, bien sûr, en termes de taux d'endettement, en termes d'inflation, en termes de déficit budgétaire également. On était aligné avec les normes internationales. Donc, un environnement macroéconomique exceptionnel et relativement sain qui nous portait parmi les meilleurs sur le continent africain et même dans le monde en termes de progression. On est tombé donc sur ce Covid-19 en 2020 sans nous y attendre, comme dans beaucoup de pays. Crise mondiale, il a fallu y faire face. La résilience justement de cette économie à partir de 2019 nous a permis, en étant beaucoup plus proactifs certainement que certains, en mettant en place un programme de riposte sanitaire, de riposte économique, réduire l'impact donc Covid sur notre économie et sur nos populations, ce qui nous a permis en 2020 d'avoir quand même un taux de croissance de 2%, là où la plupart des pays dans le monde étaient en récession, puisque la moyenne, je dirais, du taux de croissance dans le monde, c'était une récession d'environ 3,5%, 2,5% de récession pour l'Afrique. Et puis on a rebondi, donc après, à partir de 2021, pour revenir à 7,4% de taux de croissance avec donc, nos indicateurs donc, qui se sont nettement améliorés. Mais les leçons, effectivement, de cette Covid, c'est que l'important, c'est d'avoir une économie résiliente,
L'important, c'est d'avoir donc la capacité de réagir rapidement, d'avoir une administration réactive, de pouvoir mettre en place des programmes et mettre un certain nombre d'actions sur le terrain pour pouvoir lutter contre tout choc externe qui pourrait arriver. Au-delà du Covid, vous avez parlé bien sûr de la crise de l'Ukraine. La crise ukrainienne est également inattendue puisque nous, on sortait de 2020, vraiment on repartait à partir de 2021, on restait encore sur cette tendance de 8% en moyenne de croissance jusqu'à la décennie suivante, c'est-à-dire en 2030, et on tombe sur ce choc. Alors choc bien sûr mondial, mais qui a un impact énorme, collatéral sur nous, pays africains, non seulement en termes d'augmentation du cours du baril qui a explosé, de $60 environ, on passe à au-delà de $100, donc avec un impact sur le coût de l'énergie, sur l'augmentation du coût, je dirais, du fret, sur l'augmentation du coût des intrants, produits agricoles, de l'engrais, sur la réduction de l'offre en matière de céréales, pour nous qui sommes importateurs de ces céréales-là, tout un certain nombre de facteurs qui font que véritablement ça a un impact sur l'inflation, le renchérissement de la vie et en particulier sur les prix des biens alimentaires et des produits de première nécessité. Il a fallu donc là encore réagir assez rapidement. Premièrement, en subventionnant les prix du pétrole à la pompe, en particulier celui du gasoil. Aujourd'hui, depuis le début de la crise, à fin mai, on est à environ 200 milliards de francs CFA de subventions pour maintenir le prix du gasoil, parce que lui, dès qu'il monte, il spread tout de suite sur toute l'économie et il augmente les prix de toutes les marchandises et les denrées. Deuxièmement, on a plafonné le prix, on a élargi le champ de plafonnement des prix des denrées de première nécessité et des produits alimentaires. On n'en plafonnait que 4, aujourd'hui on en plafonne 21. Également, on a soumis à autorisation préalable l'exportation des produits alimentaires locaux. Parce que quand on est en situation de forte demande et de pénurie, si vous permettez une exportation à tout va, vous créez une crise sur l'offre et la demande qui renchérit les prix. Donc c'est tout un train, je dirais, de mesures que nous avons prises pour pouvoir essayer de contenir cette inflation et de permettre de réduire l'impact sur les populations. La question aujourd'hui, c'est de dire on va tenir combien de temps ? Parce que vous imaginez, c'est des ressources extrêmement importantes qui sont pensionnées, ça agit sur notre déficit budgétaire, et si ça continue comme ça, sans que l'on puisse trouver une solution qui permette à nos pays de recevoir des ressources extrêmement importantes à des coûts compétitifs ou à des coûts concessionnels, disons-le, ça va avoir un impact à moyen et long terme sur notre service de la dette. Puisque, comme vous le savez, dans le même temps, parce qu'on a voulu que le niveau de l'inflation soit maintenu, on a donc touché au taux directeur des banques, et donc les prêts, le coût, le loyer de l'argent, je dirais, a augmenté. Donc si on doit prendre de l'argent justement pour couvrir ces subventions et ces déficits, on fait face donc à un renchérissement de notre service de la dette. Donc tout ça... Est-ce que malgré tout, ces crises offrent des opportunités particulières à la Côte d'Ivoire ? Alors oui, cette crise, comme toute crise d'ailleurs, elle a son impact, et si on sait la gérer convenablement, je dirais, on peut y voir des opportunités. Et là, en l'occurrence, comme vous le voyez à travers le monde, d'ailleurs, depuis la Covid, avant d'arriver à l'Ukraine, vous êtes rendu compte au niveau de la Covid qu'un certain nombre de pays qui avaient délocalisé leurs unités de production dans certains pays, lorsqu'ils avaient besoin de certains produits pharmaceutiques, que leur, je dirais, patronat ou leur secteur privé produisait dans des usines délocalisées à l'étranger, on a interdit l'exportation de ces produits à l'étranger. Donc, ils n'ont même pas pu avoir accès à des produits dont ils avaient besoin, mais qui étaient produits par, je dirais, leur patron. Donc là, ça les a amenés à repenser la question de la souveraineté sur un certain nombre de secteurs stratégiques comme les produits pharmaceutiques, mais également les produits alimentaires. C'est ce que la crise ukrainienne vient de montrer. Les pays étaient entièrement dépendants de l'importation de leurs céréales d'un certain nombre de pays. Aujourd'hui, pour des raisons politiques ou militaires, je dirais, ils n'ont plus accès, je dirais, à ces céréales-là, alors qu'ils ne les produisent pas eux-mêmes. D'où on parle bien sûr de questions de sécurité alimentaire mondiale à venir. Ça les amène à repenser, est-ce qu'eux-mêmes ne doivent pas se remettre dans la culture de ces produits, ou alors est-ce qu'ils ne doivent pas trouver d'autres lieux? Donc, si on prend les produits manufacturés pour lesquels les délocalisations doivent être repensées en Occident, si on prend les produits agricoles pour lesquels également les sources d'approvisionnement doivent être délocalisées, vous vous rendez compte que les pays comme les nôtres, qui avons déjà de la matière première et qui depuis longtemps demandons d'ailleurs que plus de valeur ajoutée soit retenue dans notre pays
par des acteurs qui délocalisent dans notre pays pour produire, je dirais, pour transformer ces matières premières en produits alimentaires, en agroaliments, ou bien ailleurs de venir faire du light manufacturing pour produire des produits manufacturés ici, on criait un peu dans le désert. On avait également, comme vous le savez, le continent africain, celui qui a encore aujourd'hui 60% de terres arables, dans lequel donc, il y a énormément à faire en termes de céréales, mais parce qu'on voyait ce pays du côté des risques, on voit un pays à risque, on voit un pays pour lequel il peut y avoir, je dirais, diverses raisons qui nous amènent à ne pas pouvoir obtenir, je dirais, en fin de compte, les résultats qu'on est en droit d'atteindre. On se rend compte que l'analyse du risque devient beaucoup plus mitigée. Aujourd'hui, on n'a plus le continent africain qui est un continent à risque et le reste du monde qui est un monde sûr, sécurisé. On se rend compte que le monde d'un monde globalisé est devenu un monde multipolaire où, je dirais, on doit gérer un certain nombre de nos intérêts stratégiques pays en fonction d'une nouvelle lecture. Donc, ce nouveau redesign, ce nouveau dessin, je dirais, de la lecture du monde et de ses opportunités offre à des pays comme les nôtres, qui ont des secteurs, je dirais, qui ne demandent qu'à s'intégrer dans la chaîne de valeur mondiale, d'immenses opportunités. Si je vous prends par exemple des filières comme, je vous disais, le cacao, où on est premier producteur mondial, le cajou, où on est premier producteur mondial, le caoutchouc, où on est quatrième producteur mondial, je pourrais continuer comme ça, vous vous rendez compte que les valeurs qu'on retient, je dis en termes de valeur ajoutée, sont infimes. Et ce sont celles que nous avons besoin pour développer notre pays. Je prendrai qu'un seul exemple. La filière donc du cacao. Sur le cacao, la chaîne des valeurs en 2030, donc entre la plantation et la tablette de chocolat, ça sera 213 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est environ 140 milliards de dollars et on n'en retient que 6% à peu près, c'est-à-dire moins de 8 milliards de dollars. Donc ça veut dire que si je suis simplement capable, en 10 ans, de retenir 25% de valeur ajoutée, ça me fait 45 milliards de dollars supplémentaires. Ça me fait presque 75% de mon PIB en 2020, qui est de 61 milliards de dollars. Vous imaginez un peu ce que c'est? Alors, si je le prends dans chacune des filières, c'est un game changer. Ça change totalement la donne. D'ailleurs, certains pays africains, je m'en rends compte, j'ai vu il y a quelques semaines, ont carrément dit, d'ici 2024, on interdit l'exportation de certaines commodités pour obliger à produire localement. Je crois que c'est une voie qui est extrêmement importante pour nous et sur laquelle nous allons travailler. Donc, opportunités, oui, d'immenses opportunités. Alors justement, puisque nous parlons d'avenir, quittons les circonstances actuelles. Vous avez participé avec Feu Amadou Gon Coulibaly à l'époque à l'élaboration du projet Côte d'Ivoire 2030, ce qui suppose un diagnostic précis des forces et des faiblesses du pays, mais ce qui suppose aussi de se projeter sur le long terme. Quels sont les piliers de ce projet? Mais effectivement, merci Marouane de me donner l'occasion de revenir sur un sujet qui particulièrement me passionne en général quand j'en parle. Il y a quelques années, et effectivement, son Excellence le Président de la République, dans le cadre des réflexions perspectives, nous a demandé, avec le Premier ministre, au niveau du Conseil national de politique économique, de réfléchir un peu à quels seraient les piliers, je dirais, de la croissance et du développement à l'horizon 10 ans, donc en 2030. Et donc, nous avons bien sûr mené des réflexions, lu un peu tout ce qui existe en termes de littérature sur le développement des pays au cours des dernières décennies. Et nous avons également fait des voyages en Amérique latine, et particulièrement en Asie du Sud-Est, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a environ 40 ans, 45 ans en arrière, si vous prenez des pays comme la Malaisie... C'était les mêmes niveaux. Voilà, si vous prenez des pays comme la Malaisie, comme le Vietnam, pour ne même pas parler, parce que le Vietnam est d'ailleurs encore en guerre jusqu'en 1975, mais un certain nombre de ces pays, vous allez vous rendre qu'on était au même niveau pratiquement de PIB, quelquefois ils étaient en dessous de nous, mais nous avions surtout des matières premières similaires. Voilà, la Malaisie, par exemple, produisait 500 000 tonnes de palmier à huile, d'huile de palme. Nous, on en produisait 300 000 tonnes. Aujourd'hui, 50 ans après, la Malaisie produit 20 millions de tonnes d'huile de palme. Moi, j'en produis 500 000 tonnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait que je n'ai pas fait? Et qu'est-ce que j'ai fait qu'eux n'ont pas fait? Quelles leçons je peux tirer de cette expérience-là? On peut la reproduire dans un certain nombre de choses. Ces pays ont connu un leapfrog en l'espace de 30 ans, pendant que nous, soit on a stagné, soit on a plongé. Comme je vous l'ai dit, en 2011, on est revenu au PIB de 1960. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On s'est remarqué que finalement, ce leapfrog, ce saut, a été d'abord basé sur deux choses principales. La première, c'est que le secteur privé est vraiment, je dirais, le moteur de la croissance.
quelquefois, trop souvent, dans nos environnements, on a le sentiment que l'administration, je dirais, est le cœur de tout. Et finalement, on jette un regard moins attentif sur le secteur privé. On n'a comme pas l'impression que l'État a quelque chose à faire dans le développement du secteur privé. On a l'impression que le secteur privé se développe tout seul. Il y a un marché, donc il y a une demande, il y a un savoir-faire, il y a une technologie, il y a des hommes qu'on peut prendre, il y a des banques où ils peuvent avoir accès au financement, ils le font et ils développent le secteur privé. Mais ça ne se passe pas comme ça là-bas. Là-bas, les États, d'accord, ont essayé de voir quels étaient leurs avantages comparatifs dans un certain nombre de secteurs. Ils ont essayé de revoir quels étaient les marchés, je dirais, possibles. Et à partir de cela, ils ont attiré les secteurs privés dans ces secteurs stratégiques qui tirent la croissance durablement et de façon inclusive. Donc, voilà, si c'est le palmier à huile pour, je dirais, la Malaisie, si c'est autre chose pour l'Indonésie, si c'est le riz ou l'aquaculture pour le Vietnam, ils ont mis tout en œuvre. Eux-mêmes sont allés chercher quelquefois le marché en Occident. Ils ont fait en sorte de faire les investissements lourds pour le privé. Ils ont fait en sorte que le secteur privé accède au financement. Ils ont fait en sorte que ce secteur privé ait des talents. Et ils se sont arrangés pour que sur toute la chaîne de valeur, on allège la tâche, on le facilite. Et l'administration est en compagnonnage avec le secteur privé. C'est main dans la main qu'ils avancent ensemble, parce que l'État a conscience que, finalement, ces deux plus grands défis, et c'est les nôtres ici, c'est les nôtres ailleurs, les deux plus grands défis que nos États ont, en tout cas mon pays et certains pays en Afrique du Sud, du Sahara, la création d'emplois. La création d'emplois et la génération de revenus. Parce que j'ai une population qui croît énormément, vraiment un véritable démographique dividende. Et comment je fais, moi, en 2030, où j'aurai 8 millions de personnes là, sur les bras de jeunes à insérer, je les mets où? Quand vous prenez l'administration aujourd'hui, par classe d'âge, j'ai environ 400 et 500 000 jeunes qui sortent, avec ou sans diplôme qui sortent. Mais moi, à l'administration, je ne recrute pas plus de 15 000 personnes. Les 385 000, j'en fais quoi? Cumulez-les pendant 10 ans. C'est souvent la source de nombreuses crises qui viennent du fait que ces jeunes, dans le désespoir, sans avenir, je dirais, sont à l'écoute de tous les charlatans et les vendeurs d'illusions. Alors que si on est capable de les insérer dans le secteur professionnel et qu'ils ont une vie décente, en général, c'est une source de stabilité. La deuxième chose, c'est que cette population est importante. Elle attend que je lui donne une vie décente, que je développe donc des infrastructures sociales. L'école, la santé, les routes, un certain nombre d'infrastructures. Mais ces infrastructures, je les construis avec quels revenus? Mais c'est le secteur privé qui me donne ces revenus. Moins le secteur privé m'en donne, moins je suis capable de construire. Même quand je prends des prêts, Banque mondiale, etc., je prends des prêts sur le marché, il faut les rembourser. Et je les rembourse sur les ressources que me donne le secteur privé. Les salaires des fonctionnaires, je le dis souvent à mon administration, mais vous êtes payés par le secteur privé. Il n'y a pas une fonction publique avec une caisse qui a de l'argent qui vous paye tous les mois. Si ce secteur privé ne grossit pas suffisamment vite pour générer suffisamment de ressources, à un moment donné, l'État devient bankrupt. Donc je crois qu'un des éléments clés, c'est le développement du secteur privé, tiré et accompagné par l'État, chouchouté par l'État, est le cœur de tout. Maintenant, comment on y arrive? Là également, la leçon qu'on a tirée, la deuxième, c'est qu'aucun secteur privé ne s'est développé avec la vitesse qu'il faut pour permettre d'avoir les taux de croissance et le leapfrog qu'on veut, si vous n'avez pas une gouvernance et un État qui soit véritablement en réactivité, je dis en fait, qui soit suffisamment réactif par rapport à ce secteur privé, c'est-à-dire bonne gouvernance, c'est-à-dire efficacité de l'administration, c'est-à-dire lutte contre la corruption, parce que la corruption est un véritable cancer pour le développement du secteur privé. Donc, ils ont eu ces deux choses-là. Une gouvernance, un leadership qui leur permet véritablement d'être les stimulateurs de développement du secteur privé, et deux, le secteur privé érigé en roi, disons, en objectif final et principal de tout État. Voilà les deux leçons qu'on en a tirées et donc qui nous ont amenés à la conclusion nous-mêmes à définir quels étaient les secteurs stratégiques qui pouvaient nous tirer, je dirais, au cours des 10 prochaines années et d'enclencher des actions pour que sur chacun de ces secteurs stratégiques-là, on attire l'investissement privé avec une gouvernance qui soit à la hauteur de nos ambitions. Vous insistez régulièrement sur la création, la promotion de champions nationaux qui viennent de ce secteur privé.
Dans quel secteur vous les identifiez? Mais écoutez, aujourd'hui, les secteurs stratégiques, en fait, ceux qu'on considère comme étant capables de tirer notre croissance, premièrement, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture, on est effectivement premier producteur d'un certain nombre de spéculations, mais on se rend compte que dans beaucoup de pays, on a des problèmes de productivité. Parce que la modernisation de l'agriculture, c'est-à-dire l'utilisation d'intrants, l'utilisation de l'eau, donc l'irrigation, l'utilisation de semences sélectionnées, l'utilisation de mécanisation, est quelque chose qui est quand même relativement en retard. Donc on est très peu productif. Donc ça, c'est un secteur où on peut avoir des PME aujourd'hui avec la technologie, les drones, avec tout un ensemble de choses. Il y a un énorme progrès possible. Le second, c'est la transformation de ces produits-là. Première transformation, seconde transformation, comme je vous l'ai dit, qui nous donne la valeur ajoutée, mais qui nous crée également des emplois, qui est quand même le plus grand défi auquel l'Afrique devra faire face au cours des 10 prochaines années. Mais si on n'est pas capable de créer des emplois, ça suppose de l'énergie. Alors donc, c'est ce que je disais, les infrastructures pour lesquelles l'État doit apporter des investissements, encore que sur l'énergie, on fait de plus en plus des PPP, c'est-à-dire donc les secteurs privés investissent. Mais oui, l'énergie est un facteur essentiel, comme les infrastructures portuaires, les infrastructures aéroportuaires, les infrastructures d'énergie constituent, je dirais, un élément facteur d'existence d'un écosystème propice et favorable au développement du secteur privé. Alors, dernière question avant de céder la place à M. Don Graves. La croissance verte est au cœur de l'actualité, c'est un des thèmes de cette édition du CEO Forum. Qu'est-ce que fait la Côte d'Ivoire pour faire évoluer son mix énergétique, justement? Alors, vous tombez là sur un sujet qui est effectivement un sujet également de préoccupation majeure pour son Excellence, M. le Président de la République et l'État ivoirien. Vous savez qu'en 40 ans, pratiquement, en 40-45 ans, notre couvert forestier est passé de 16 millions d'hectares à 3 millions d'hectares. C'est un véritable drame. Donc aujourd'hui, les objectifs fixés par le chef de l'État, qui ont été d'ailleurs repris, comme vous le savez, dans la COP15 que nous venons d'organiser, c'est de retrouver, je dirais, le couvert forestier, donc 20% au moins du territoire, à l'horizon 2030, en faisant de la réforestation, donc plantant des arbres, etc., en préservant et en améliorant la restauration des sols. Ça, c'est vraiment un axe extrêmement important. Et la deuxième chose, véritablement, c'est au niveau du mix énergétique. Comme vous le savez, l'émission, je dirais, de gaz est un problème donc important. Et donc, la question de mix énergétique, c'est-à-dire renforcer notre production d'origine hydraulique, renforcer notre production d'origine solaire et également de biomasse, parce que justement, étant premier producteur d'un certain nombre de denrées agricoles, on a des déchets agricoles qui peuvent être transformés, je dirais, en énergie, je dirais, en biomasse pour pouvoir produire effectivement de l'électricité. À cet effet, comme vous le savez, on a fait un pledge, en tout cas, le président de la République, qui a reçu 10 chefs d'État, et il y a eu près de 7000 délégués qui sont venus. On a saisi cette occasion de la COP15 pour lancer, je dirais, ce qu'on appelle le Abidjan Legacy Programme, qui est un vaste programme qui permet à la Côte d'Ivoire de se mettre donc en ligne avec tous les grands enjeux, je dirais, de climat, en particulier ceux de la forêt, qui comprennent en fait 4 éléments clés. Le premièrement, c'est la recouverture du couvert forestier. Deuxièmement, c'est la restauration effectivement des sols. Troisièmement, c'est l'amélioration, l'intégration de la plupart des spéculations que l'on produit dans les chaînes des valeurs mondiales. Et quatrièmement, c'est la création de nouvelles chaînes de valeurs mondiales. Donc effectivement, c'est des enjeux, on a des ambitions, on a des programmes, puisqu'on a pu lever à l'issue de la COP 15 2,5 milliards de dollars pour ce Abidjan Legacy Programme que nous mettons actuellement en œuvre. Très bien, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Merci de votre présence et de vos explications. Merci. Merci. Je vais céder la place à Larry, mon confrère de CNN, et à Monsieur Don Graves, donc sous-secrétaire au commerce américain. All right, thanks a lot, Prime Minister and Ben. Please stay in the room. We have a very interesting conversation coming up next about the U.S.
investments in Africa and where that stands vis-a-vis China and Russia and Turkey and everybody else that's interested in us as Africans. We're very popular these days. In case you haven't noticed, we're really popular. I'm very excited to have with me the Deputy U.S. Secretary of Commerce, Don Graves. Thank you so much, sir, for making the trip all the way from D.C. to come talk to us. It's a fabulous place to start your trip to Africa, right? No question. I could not be more excited to be in Abidjan. It is a wonderful city in an absolutely fantastic country. So I couldn't be happier to be here. Thank you. Listen, there's a lot of interest these days on the African continent. And obviously the big elephant in the room, so I'm just going to pull it out right now, is China. And every senior U.S. official that comes here tells us to be wary of China's investments here. It's a debt trap diplomacy. They're not transparent in what they're doing with us, building railways and ports and roads and all sorts of big, fancy projects. And then there's Russia, which is more recently interested in us as well, and they're offering all sorts of things, military support, mercenaries, whatever you need, they can give it to you. And so in the background of this, we see the U.S. constantly warning Africa about these overtures from Russia and China especially. But we haven't seen, or there's a perception that the U.S. is not as interested on the continent, or you're not as committed to supporting the continent and having a solid strategy here. So what is the U.S. strategy on the continent beyond vibes and hate for China? Wow, that's a loaded question. Larry, thank you. Let me just start off by saying that there is a big difference between perception and reality. And we're seeing this in countries around the world where, because of social media and other things, there is this notion that something is occurring when, in fact, that's the opposite of the reality. So I would say that, over the last 20 years, the U.S. Interest and investment and involvement in Africa is significantly higher than it's ever been. We are engaged in Africa because, as I was saying to you earlier, the center of the globe, everything that is going to happen over the next 50 years will either flow through Africa or be connected to Africa. So it's absolutely vital for the United States to be partnering with African countries and, of course, with people all across the continent. It's why the president said that, and I'm going to read his quote because I don't want to get it wrong, otherwise he will take me to task. He said that the U.S. stands ready to be a partner in solidarity, support, and mutual respect. And the key to that is putting those words into action. And I lead with respect because there has to be a mutuality in the relationship. You know, it's why we might suggest that some countries are not interested in respecting Africa and African people. That the United States wants to be a partner that's a real partner, where we're creating opportunities for, of course, for Americans, but also for Africans, and that we're doing it in a way that will create long-term success for both of us, rather than sort of the extractive policies and efforts of some countries. And so that's why we're putting, as I said, putting those words into action. President Biden is planning to host a U.S.-Africa Leaders Summit later this year, where we will be inviting the leaders of nations from all across Africa to sit down and talk about the mutually beneficial relationships between our countries, the opportunities to grow together, and to also deal with the challenges that all of us are facing right now because of the issues that we're seeing around the world. It's the Commerce Department itself is going to be leading the business component of that summit, really focusing, much like the Africa CEO Forum, focusing on ways that we can connect U.S. businesses more readily, more deeply with African businesses. And again, this has to be a mutually beneficial, respectful relationship where we're creating that flow of opportunities for U.S. companies and African companies. It's why the president has led this effort on the Partnership for Global Infrastructure, what used to be known as
Build Back Better world. It's working with the G7 leaders to make sure that we're investing in the infrastructure needs in low and middle income countries around the globe. We know that that's a challenge. The only way to build long-term economic success, success that is grown from the ground up, is to make sure that infrastructure needs are met. And we know that there are other countries that are investing in infrastructure. What we are suggesting is we're investing in ways that are not coercive, that are creating knowledge transfer so that you're building the workforce needs of local communities, that we're doing it that doesn't rely on heavy debt to those countries, and again, that is using local workforce. It's not bringing in workforce to do the work and then them going away. So that's the type of long-term partnership that we're talking about. The U.S. believes that we need to be here. That's why I'm here. All right, that's a good understanding of the Biden administration's approach to the continent. But can you provide any more details specifically about the Commerce Department? You said you want to be a real partner to the continent. How are you making sure you're putting words into action, like you just said? Well, it's why I'm here. I wanted to come to Côte d'Ivoire, and I'm headed to Ghana next, and I plan to be back. It's why I'm here on the continent. It's why we've had senior leaders across the administration coming. And part of what we're going to be doing is focusing on international trade. We're going to be hosting several trade missions to Africa in different regions of the continent over the next several months. It's why we're focused on identifying specific opportunities for U.S. businesses to partner with African businesses and with African nations. It's better to show with action than to talk. So it's why we're very focused on specific deals, specific opportunities to bring investment, to bring U.S. businesses, to build, to do projects, to build infrastructure. It's why I'm pleased to talk about something that was launched in the Obama-Biden administration, the Doing Business in Africa campaign, which also created the President's Advisory Council for Doing Business in Africa. We are getting ready, the Secretary and I are getting ready to announce the next cohort of members of that Advisory Council, and to continue that work. The Doing Business in Africa is all about the U.S. showing up, bringing our businesses, bringing our know-how, and doing it in a partnership with Africans. Talking about that partnership, and especially about actions, and this is sort of a small tangent away, because when you talk about that action, if people around here on the continent think about this period we just came through of the pandemic, and we realize as Africans that we're on our own. When we needed our partners to give us vaccines, they were hoarding vaccines. And some of the countries that were offering us vaccines are those we were told to be afraid of. So these are the reasons why there's maybe this perception that, are they really with us or are they against us? Do you understand that? Yes, and it's why the President and I and the rest of the administration are so focused on showing up, because showing up is it blunts that impression. It helps to transcend the narrative that is pervasive on social media. It's why we're so focused on actually engaging directly on things like vaccines. Right. It's why we're investing. Why I think the United States is the largest donor of vaccinations, but it's making sure that we're actually responding directly to those types of criticisms. All right, you mentioned previous administrations. One of the big ones is Prosper Africa. Yeah. Prosper Africa was an initiative of the Trump administration to make sure there's more two-way trade and investment between African countries and the U.S. But seeing as the Biden administration is not always a big fan of the former guy, will you be keeping this? Well, we not only are keeping it, we're expanding it. And I'll just help to clarify, Prosper Africa actually was an outgrowth of the Doing Business in Africa campaign that
President Obama and then Vice President Biden launched in 2014. So it's just a continuation of something that President Biden had done when he was Vice President. So we will certainly be expanding that effort. Since the Prosper Africa initiative was first launched, we've had tremendous success. 800 trade and investment deals between U.S. and African businesses. That's $50 billion worth of deals across 45 countries in Africa. So it's a real thing, and we expect that we'll be expanding Prosper Africa. And it's why the president has vowed to increase the Prosper Africa Fund to grow opportunities for U.S. investment directly in Africa for Africans. Let's talk about how that can happen, because there's obviously the U.S. is a big market that many African companies, many African businesses want to access, and this is a continent of over 1 billion people. So again, a huge opportunity for American companies. What are the ways that we can make sure there's an increase in this volume of trade? This market is open to Americans, and the reverse is also true, that many more African companies can sell in the giant United States market. Well, that's what the Commerce Department is here for. And I encourage anyone who's listening, who's here, to come to the Commerce Department. We have our International Trade Administration that is specifically focused on creating the connections between U.S. businesses and businesses in Africa. It's why we're working closely with our counterparts in governments all across Africa. Certainly our embassies are also available, but we want to create the connectivity between businesses. The Secretary has led an initiative focused on women empowerment. We know that that's absolutely crucial for the long-term success of countries all across the globe, but particularly here in Africa. That initiative, WELTI, is focused on women's empowerment and leadership. And that's part of what we're doing in our investments to support African businesses and make direct connections between those entrepreneurs here and entrepreneurs in the U.S. But it's also the types of things that we're doing like Power Africa. So we know that one of the biggest challenges for Africa is the ability to get homes, get communities electrified, get connected to the grid, and also to make that long-term transition to different types of energy, including renewable energies. It's why we're investing significantly in that effort, Power Africa, to increase the number of, I think that I heard that the number just in Cote d'Ivoire was 55% of households are connected to the grid. We intend to increase that significantly, and it's actually tied directly to the work that we're doing with the Partnership for Global Infrastructure, investing billions of dollars in renewable energy sources. So, of course, it's things like solar and wind and small modular reactors, but it's also looking at a diversification of the electrical mix so that we can deal with issues like the energy crisis right now. Right, related to that, Africa is obviously very deeply enriched with resources, mineral resources, and so we're going to be critical in the energy transition, but also we have a big problem about a resource curse. Every country that discovers any sort of natural resource tends to be embroiled in so much conflict that almost takes away from any of the economic benefits of that resource. So how do you think that's going to play out, that dynamic, or do you think going forward this is still a major problem? Well, it's a huge problem, but the issue here is that if we can work together to help deal with the energy transition, it will also help to deal with the issues of conflict. Because when you don't have resources, when you don't have opportunity, that leads directly to the types of challenges that so many countries, particularly in West Africa, that they're dealing with. And it's not just endemic to West Africa. You see this all across the globe.
But the more that we can work together to make the transition, to invest in infrastructure, that leads directly to job creation, that leads directly to meeting the resource needs of populations, and that reduces the type of sort of narrative that is going on that nations aren't able to deliver for their people, and that the West doesn't care about Africa. So if we can deliver to meet those resource constraints, you're going to see economic opportunity grow, and I think conflict will come down as a direct result. Deputy Secretary, there's a lot of concern right now because of the amount of crisis we've seen in the world recently with the pandemic and the Ukraine war. There's a huge drop of foreign direct investment, and some of the people that suffer the most are countries in this part of the world. Do you have any reflections on that, how we make sure that still remains steady despite the world is going through a moment right now? Well, the good thing is, and I just saw this data yesterday, the foreign direct investment in Africa has actually rebounded last year. So it was down, obviously, because of the pandemic, but it has rebounded in a significant way last year, and we're close to pre-pandemic levels of foreign direct investment. My expectation is that those numbers are going to go up, but the foundation of your question was on the broader issues of the pandemic that have been complicated by Vladimir Putin's war, an unnecessary war of choice on Ukraine that have led directly to energy inflation. It's something that President Biden is focused on directly. This is actually perhaps his number one priority right now, is dealing with global shortages of food, of energy, and general inflation that we're seeing across the globe. So the president is making a huge investment to meet food needs, to increase production of fertilizer, which we know will lead to increased food production, to increase production of energy sources from the U.S., but also working with our partners all around the globe. It's why the president, in part, is going to Saudi Arabia in just a few weeks. It's talking with our partners and allies to meet the challenges that we're facing right now. Obviously, the easiest thing that could relieve the pressures that the world is facing is if Putin withdrew his forces and stopped this war in Ukraine. But barring that, we need to work with our partners and allies all around the globe to find ways to meet the needs of countries, including here in Africa, to make it easier to deal with the supply chain challenges. And part of that is also investing in resiliency in countries that are going to no longer be as reliant on one or two countries for their resource needs, so that we can bring what we call nearshoring or ally shoring, friend shoring, working with our partners like here in West Africa to help build capacity in critical parts of the supply chain, so that you end up reducing inflation in the long run, so that in the event that another pandemic happens or more war happens, especially on a broader scale, that we're reducing the reliance that we have, as I said, on one or two countries. Right. We were talking about this earlier, about this World Bank study that said upwards of 40 million Africans have been pushed into poverty because of the pandemic. And with the war in Ukraine, maybe another 5 million could suffer the same fate. And you saw recently, I think this past week, President Macky Sall, who's the chair of the African Union, met with President Vladimir Putin because there's a real concern about food security here if this war goes on and we can't get grain, for instance, and other important agricultural products to people that badly need them here. But you've been telling me about how it's important for you to spend more time here in Africa, and there's a lot of things you want to do. So you want to just give us a sense of some of those ways that we reduce that dependency and get better support? Well, it's, as I said, it's the type of investments that we can make. Now, we know that we can't invest trillions and trillions of dollars that don't exist. We are a market based economy. We are a capitalist country. That means that we make smart
investments at the right time in the right place. That's why we're working with the president here in Côte d'Ivoire and so many other presidents across the continent to identify specific opportunities that we can invest in, one, infrastructure, as I've said, making, in fact, I'm leading a mission here right now where we're bringing dozens of U.S. businesses who are looking at opportunities, many of whom have already invested, like ADB, I think is the company that is building hospitals right now in Côte d'Ivoire and in other parts of the continent. So it's looking at specific opportunities and looking at ways to bring knowledge transfer, to have more processing opportunities here. It's not just about, as I said, extraction of commodities from Africa, but it's building the capacity in Africa to have higher value add production. I was trying to go on a fishing trip there, hoping you have some announcements about any upcoming trade deals you're signing with any major African countries that you can tell us here. We won't tell anyone. We will not tweet about it. I am not going to get ahead of any specific trade deals, but I will tell you that we are looking hard at opportunities across Africa. We're excited about expanding what we already have with AGOA and building on that. But as I said, I will be here. More of my colleagues will be here. I will be back because this is the continent is ripe for opportunity, but the time is now. We can't wait another decade for us to be invested and partnered directly with African countries. Deputy Secretary Graves, thank you so much for coming to talk to us, and thank you for especially, hang on, wait. Thank you especially for confirming that the US strategy here is beyond just vibes and hate for China. We appreciate that. Thank you so much. Thank you, Larry, and I love your socks. Thank you, I love your socks too. A big round of applause for Deputy Secretary Graves, please.